Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc, comme il vient d'être présenté, je vais vous présenter quelques résultats de l'étude que je viens de terminer. Alors cette étude, elle fait suite en fait à trois constats principaux. Une diminution encore trop faible du nombre des accidents du travail ces dernières années, donc dont le nombre demeure encore préoccupant. Une approche quantitative basée sur des statistiques à l'échelle nationale et sur des indicateurs à l'échelle de l'entreprise qui demeure insuffisante pour appréhender la diversité et la complexité des accidents du travail. Et un acteur clé, le préventeur d'entreprise pour l'analyse des accidents du travail, dont le profil et les pratiques sont au final assez peu connus. Alors je précise que j'entends dans la suite de cette présentation le préventeur d'entreprise comme un professionnel reconnu qui consacre tout ou partie de son temps à la prévention des risques professionnels en interne dans son entreprise. Alors on va le retrouver sous différentes dénominations, hein. On a des directeurs QHSE, des responsables QHSE, des techniciens HSE, des animateurs sécurité. C'est en tout cas un acteur qui occupe une place centrale dans la gestion et l'identification des risques professionnels et qui évolue au sein d'un environnement en évolution en fait constante. On a des nouveaux process, des nouvelles réglementations, des nouveaux acteurs, des risques émergents auxquels il va devoir s'adapter. L'objectif principal de cette étude sur les pratiques d'analyse des accidents du travail des préventeurs d'entreprise était effectivement d'identifier aussi les freins à ces pratiques. Alors cette étude, elle a été menée par deux approches combinées. Une approche quantitative par questionnaire qui avait pour but en fait de mettre en évidence des grandes tendances à partir de résultats à ce questionnaire. Donc on a eu 1748 répondants. Et une approche qualitative sur le terrain qui avait pour but d'affiner en fait les résultats mis en évidence par le questionnaire. Pour ce faire, 14 préventeurs ont été interviewés dans 3 secteurs d'activité différents, le second œuvre bâtiment, l'industrie alimentaire et la propreté. Alors, pour analyser ces pratiques, nous nous sommes basés sur les grandes étapes de la démarche d'analyse des accidents du travail, afin de voir ce qui est suivi et ce qui s'écarte. Et donc dans la suite, je vais vous présenter étape par étape les principaux résultats en indiquant ce qui ressort du questionnaire et ce qui est précisé par le terrain. Étape 1, l'information de l'employeur. Alors ce que nous apprend le questionnaire, c'est que près des 3/4 des répondants nous disent en fait qu'il n'y a pas d'hésitation des travailleurs à informer d'un accident du travail leur employeur. Suite à cette information, un peu plus de la moitié des préventeurs répondant au questionnaire indiquent toujours analyser cet accident, mais ils sont néanmoins 10% à indiquer ne jamais ou rarement le faire. Sur le terrain, on s'aperçoit en fait que l'analyse des accidents du travail avec arrêt est quasi systématique. Ce n'est pas toujours le cas pour les accidents sans arrêt et c'est à ce moment-là au choix du préventeur. On remarque également qu'il y a une chaîne de remontée d'un accident du travail qui est assez similaire, à savoir la victime qui informe son N+1, qui informe le préventeur. Quand un sauveteur secouriste du travail est présent dans l'entreprise, il intervient effectivement lui aussi dans cette chaîne de remontée. Étape 2, la constitution d'un groupe d'analyse. Alors le questionnaire nous apprend qu'un groupe d'analyse, en tout cas les préventeurs, les 3/4 d'entre eux indiquent qu'un groupe d'analyse est mis en place toujours ou souvent. Il est en général constitué de 2 à 5 personnes et en moyenne 3 personnes. On va retrouver quasi systématiquement la victime, son supérieur hiérarchique et le préventeur. Alors parfois, on a des élus en CSE, C2SCT qui sont présents dans le groupe et beaucoup plus rarement des acteurs experts et des membres des ressources humaines. Alors le terrain en fait confirme cette tendance à la constitution non systématique d'un groupe d'analyse. On s'aperçoit également que lorsqu'il existe ce groupe d'analyse, il ne va pas nécessairement être impliqué dans toutes les étapes de la démarche. En ce qui concerne le fait que les élus en CSE, C2SCT sont impliqués peu fréquemment dans ce groupe, le terrain fait émerger 2 explications. La première est un choix ou un oubli du préventeur de ne pas les inclure dans la démarche. Et la seconde est un choix des élus qui vont en fait laisser, on va dire, cette activité d'analyse au préventeur pour se consacrer à d'autres activités de leur mandat. Étape 3, le recueil des informations suite à l'accident. Alors pour un peu plus de 3/4, enfin pour 3/4 on va dire des répondants, ils déclarent toujours ou souvent se rendre sur le lieu de l'accident du travail. Ils sont encore plus nombreux à indiquer s'entretenir avec la victime. Et près de 2/3 d'entre eux en fait indiquent utiliser toujours un support d'aide au recueil pour faciliter ce recueil d'informations.
Sur le terrain, en fait, on a pu voir qu'il y a également un impact en fait, de la distance entre l'endroit où le préventeur réalise son activité quotidienne et le lieu de l'accident du travail, mais aussi un impact de la gravité de l'accident du travail sur le fait pour le préventeur de se rendre ou non sur le lieu de l'accident. Il n'y a pas non plus systématiquement d'entretien du préventeur avec la victime, et dans ce cas, en fait, c'est parce que ce rôle va être assuré par le supérieur hiérarchique. Enfin, il y a souvent effectivement aide d'un support d'aide au recueil, mais lorsqu'on s'intéresse au contenu, on s'aperçoit que le questionnement est assez succinct et qu'on interroge assez peu en fait l'organisation du travail. Étape 4, la détermination des causes. Alors, près de 2/3 des répondants indiquent que la méthode qu'ils utilisent le plus pour analyser les causes d'un accident du travail, c'est la méthode de l'arbre des causes. Viennent ensuite les 5 pourquoi et le diagramme d'Ishikawa. Alors cette tendance, elle est confirmée aussi sur le terrain. La méthode de l'arbre des causes, elle est largement diffusée, elle est bien connue des préventeurs et donc ils vont la mobiliser régulièrement, préférentiellement pour des athées graves ou récurrents ou à caractère surprenant, on va dire. Et ils vont, pour les autres athées, utiliser d'autres techniques, principalement les 5 pourquoi. Le terrain met aussi quand même en évidence une difficulté par les préventeurs à remonter et à identifier en fait les causes profondes, quand bien même ils utilisent la méthode de l'arbre des causes qui permet cela. Enfin, lorsque le groupe d'analyse existe, est mis en place, il va être davantage partie prenante lors de cette étape de détermination des causes. Étape 5, le choix des actions correctives suite à l'identification donc des causes. Ce que nous dit le questionnaire, c'est qu'effectivement, près de 2/3 des répondants indiquent toujours formaliser les actions identifiées dans un plan d'action. Ils sont par contre plutôt autour de 50% à indiquer toujours identifier un responsable de mise en œuvre et toujours identifier un délai. Or, l'identification d'un responsable et d'un délai va faciliter le suivi ultérieur. Sur le terrain, les actions sont également formalisées dans un plan d'action. Lorsqu'on s'intéresse à son contenu, on s'aperçoit que le préventeur est souvent le responsable de mise en œuvre de l'action. On remarque également que les actions sont majoritairement de nature technique ou informationnelle et très peu en fait de nature organisationnelle. Quand le groupe d'analyse en fait existe, il va participer lui aussi davantage lors de cette étape qui suit toujours en fait l'étape de détermination des causes. Les deux sont vraiment liés et se font l'une après l'autre. Étape 6, le retour d'expérience, que j'appelle ici donc REX. Ce que nous dit le questionnaire, c'est qu'effectivement, près de 2/3 des préventeurs déclarants indiquent réaliser un retour d'expérience auprès de la victime suite à l'analyse de l'accident. Ils sont moins nombreux à indiquer le faire auprès des collectifs de travail. Lorsqu'on s'intéresse à ce REX sur le terrain, on s'aperçoit qu'il est souvent en fait basé donc de type causerie sécurité, et basé sur un document de type Flash Info Accident. Il y a différents types de noms. Il va en fait davantage s'apparenter à une communication informant sur l'accident plutôt qu'à un retour d'expérience qui vise, lui, davantage la compréhension et l'apprentissage des dysfonctionnements qu'on aura pu identifier lors de l'analyse. Ce REX aussi, on s'aperçoit qu'il n'est pas systématique en fait. Il va être préférentiellement fait pour les athées graves ou récurrents ou étonnants. Si la création en fait, d'un support pour réaliser ce retour d'expérience est fait par le préventeur, sur le terrain, il est en fait animé par l'encadrement intermédiaire et pas toujours avec le préventeur. Étape 7, le suivi et l'évaluation des actions correctives. C'est la dernière étape de notre démarche. Ce que nous dit le questionnaire, c'est que près de 2/3 des répondants en fait, déclarent toujours ou souvent suivre les actions qui ont été choisies. C'est beaucoup moins en ce qui concerne l'évaluation des actions, puisqu'ils sont 42% à déclarer toujours ou souvent le faire. L'évaluation, en fait, ça permet de mesurer, d'étudier les effets des actions mises en place, et puis d'analyser en fait aussi les éventuels écarts entre le résultat espéré au moment du choix des actions, et puis ce qu'on observe suite à la réalisation de l'action. Sur le terrain, on s'aperçoit en fait que le suivi des actions est toujours fait par le préventeur. En fait, c'est lui qui va suivre l'échéance, c'est lui qui va relancer les responsables de mise en œuvre quand il y en a différents de lui. Il ne formalise pas nécessairement toujours ce suivi. Et de la même manière que ce qui était ressorti du questionnaire, l'évaluation est en fait
difficile, on s'aperçoit sur le terrain, elle est quasi inexistante et les préventeurs en fait font remonter des problématiques de temps mais aussi de disponibilité des acteurs, et en fait surtout l'identification d'indicateurs pertinents pour évaluer ces actions. Alors suite à la démarche d'analyse des accidents du travail, il va convenir de mettre à jour le document unique avec les informations recueillies lors de cette analyse. En effet, comme vu en introduction de cette journée, l'analyse des accidents du travail va contribuer à alimenter l'évaluation des risques professionnels. Alors ce que nous dit le questionnaire, c'est que 45% en fait, des déclarants disent toujours ou souvent mettre à jour le document unique suite à un accident du travail, mais qu'ils sont aussi près d'un tiers à dire ne jamais ou rarement le faire. Sur le terrain, la tendance est variable, enfin, de la même manière en fait c'est très variable. Le document unique n'est pas toujours mis à jour et quand il est mis à jour ou en tout cas étudié suite à l'analyse d'un accident du travail, c'est souvent lors de la mise à jour, on va dire réglementaire annuelle, avec le risque effectivement d'avoir une perte d'informations. Les préventeurs en fait font remonter le fait que le document unique est davantage un document réglementaire qu'un outil opérationnel au quotidien et donc ça ne favorise pas en fait ou facilite pas l'articulation entre l'analyse datée et ce document. Pour terminer, quelques difficultés remontées par les préventeurs dans le cadre de la mise en place de cette démarche d'analyse. Le questionnaire ferait principalement remonter le manque de temps et le manque de soutien ou d'engagement de la direction et de l'encadrement intermédiaire. Sur le terrain, effectivement, cette notion de temps ressort aussi. En effet, le préventeur va devoir en fait articuler ce temps en fait avec les temporalités des autres activités de l'entreprise. Et cette gestion du temps de l'analyse peut être rendue compliquée, par exemple par le délai entre la survenue de l'accident et puis le moment où commence l'analyse, mais aussi la durée d'arrêt de la victime, la disponibilité des acteurs. Les préventeurs font aussi remonter leur perception d'un encadrement intermédiaire qui serait insuffisamment impliqué en matière de gestion des accidents du travail. Sur certains secteurs d'activité, le recueil des informations est aussi rendu compliqué par la distance entre le préventeur et le lieu de l'accident du travail. Et enfin, on a aussi certaines remontées d'une forme de résistance à l'identification de causes organisationnelles. Donc pour conclure, les résultats mettent en fait en évidence, en tout cas en avant, que certaines pratiques semblent impacter en fait le déroulement optimal de la démarche et également donc la qualité, on va dire, de l'analyse qui pourrait être produite lors de cette démarche, comme par exemple le fait que l'analyse en groupe n'est pas systématique, et alors qu'elle permet de confronter les points de vue. L'usage limité de la méthode de l'arbre des causes et la difficulté à remonter en fait aux causes profondes d'un accident. L'évaluation quasi inexistante des actions mises en œuvre, et puis le manque d'articulation entre l'analyse des accidents du travail et le document unique d'évaluation des risques professionnels. Néanmoins, cette démarche, elle est quand même le plus souvent menée à son terme avec des actions mises en œuvre et c'est grâce au préventeur qui va adapter son temps, adapter son activité, développer des documents, mais des outils aussi pour aider en fait au quotidien les travailleurs et l'encadrement intermédiaire sur le terrain et se tenir informés, échanger avec des pairs pour continuer à améliorer ces pratiques.